Vous êtes à l'écoute du podcast La Ligue des Cinévores en ma compagnie, votre animateur Mathieu. Et je suis toujours avec mon co-animateur, mon fidèle bras droit, bras gauche, selon les besoins, Max. Ça va? J'espère que je suis plus le bras gauche. Étant donné que je suis gaucher, ça a plus de sens. Ah non! C'est vrai. T'avais oublié que j'étais gaucher. Ouais, excuse-moi, je porte pas attention à ça. Ah, c'est correct, c'est correct. J'ai même plusieurs de mes amis qui savent toujours, ils oublient tout le temps que je suis gaucher, puis j'ai connu depuis des années. Fait que, tu sais, on n'est pas nombreux les gauchers. Tant que t'oublies pas dans le char, t'es correct. C'est bon, c'est bon. Cette semaine, on critique un film qui était très attendu par les fans des films d'horreur. C'est le nouveau film de la franchise Halloween, qui a eu le droit à beaucoup de films. Il y a 11 films de l'univers d'Halloween qui existent. Donc 4 avec les personnages originaux, qui sont les 4 premiers. Et la plupart étaient considérés comme plus ou moins moyens ou mauvais selon les critiques. Mais le premier était un film culte d'horreur que j'ai déjà vu et qui, même dans nos jours, est toujours excellent à écouter. Le premier Halloween est un classique de ce style-là. Moi, je me fais un petit disclaimer. Je n'ai vu aucun Halloween. En tout cas, si j'en ai vu, j'étais vraiment jeune, puis c'est vraiment pas près dans ma tête. Mais genre, pour moi, j'allais voir ce film-là en étant neutre, en disant j'avais vivre un film Halloween enfin. C'est aussi un peu le but, parce que ça fait des années que je n'avais pas vu. Donc, on critique le nouvel Halloween qui vient de sortir. On en reparle dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler d'annulation de Tom et Jerry et d'une poupée ensorcelée. Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Alors, on est du côté des chroniques. Et comme d'habitude, on commence par ce qu'on a vu et écouté. Alors, je laisse la parole à Max, car c'est toujours mieux de commencer par toi, vu que tu as moins de stock à dire d'habitude. Ouais, ben cette semaine, j'ai été occupé pas mal. Je vais t'avouer, là, j'ai comme travaillé plus, on a eu comme des problèmes au travail. Et j'ai acheté aussi Tomb Raider PS4, fait que j'ai un peu manqué de temps. Non, c'est ça, j'ai commencé Daredevil, par exemple, la saison 3. Oui. J'avais vraiment hâte, pour vrai, j'étais vraiment excité. Malgré tout ce qui se passe actuellement dans l'univers de Marvel sur Netflix. On en reparlera dans pas long. Ouais, c'est ça, on va y revenir. Mais oui, actuellement, j'ai écouté les 3 premiers épisodes. Je pensais qu'il avait raccourci les saisons, mais finalement, lui, il y en a 13. Ouais, lui, il y en a 13, effectivement. Ça dépend des séries, mais celle-ci, vu qu'elle fonctionne quand même très bien, ils n'ont pas trop joué avec les épisodes, là. Fait que ouais, c'est ça. Actuellement, écoute, je donne un semi-avis depuis les 3 premiers épisodes. C'est vraiment bon, là, actuellement. Je suis comme vraiment content de revoir Fist, puis de voir ce qui s'est passé après Defender pour Daredevil, même s'il y a des petites affaires, je trouve, qui sont un peu expédiées sans être expliquées. Mais écoute, je suis juste rendu au 3e épisode, fait que j'en ai encore à voir. Actuellement, je suis comme... C'est vraiment bien. J'ai pas plus grand-chose à dire, vu que je suis pas rendu assez loin. Ouais. Mais j'aime ce que j'ai vu pour l'instant. Ben, pour te relancer, moi aussi, j'ai commencé la saison, qui est la saison 3. Et je suis rendu à 4 épisodes, donc un épisode de plus que toi. J'y vais tranquillement pour la savourer. C'est toujours un plaisir jouissif de voir Wilson Fisk, qui est joué par un acteur, malheureusement, j'ai pas son nom en tête. Vincent D'Onofrio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qui est un acteur incroyablement bon, surtout dans ce rôle-là. Et écoute, j'aime voir Daredevil, j'aime voir l'acteur qui fait Daredevil, qui est très bon. Puis très convaincant en aveugle. Il y a des belles scènes qui montrent sa capacité pour montrer comment il est aveugle. Et j'aime le voir se battre, même si au début, les combats sont moins présents. Vu qu'il est comme désarçonné, il est blessé, puis il a comme perdu un peu ses capacités. Parce que c'est la suite directe, là, comme tu as mentionné, à Defender. Je vais mentionner aussi que j'ai vu des commentaires des gens qui étaient découragés, qui ne voulaient pas l'écouter, parce qu'ils pensaient qu'ils devaient écouter The Defender pour comprendre la saison 3. Ça aide, là, on va se dire. Ça aide, mais il y a quand même une mise en contexte au début de l'épisode 1. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écouter Defender si vous ne voulez pas l'écouter. C'est un plus de l'écouter, mais ça s'écoute quand même bien sans avoir vu Defender. Il y a une mise en contexte au début qui est pas très développée, mais juste assez pour comprendre ce qui se passe. J'avais une question pour toi. Oui. Il y a un agent du FBI dans la série. Ouais. Il me dit rien. Je l'ai jamais vu dans un cas. Tu parles de l'Indien, là? Ouais. Lui, il me dit rien non plus, mais à partir, je pense, de l'épisode 3, quand il transfère Fisk dans son appart, là, l'autre qu'on voit, l'autre agent FBI, ouais, c'est Bullseye. C'est Bullseye, ouais. Ouais. Puis lui, il est intéressant parce que c'est un méchant emblématique de Marvel. De Daredevil particulièrement. Daredevil particulièrement. Et on le voit à l'œuvre brièvement dans cet épisode-là. Et même j'ai mis la fin du combat où que... je vais pas spoiler, mais je veux dire, il montre
compétences de. Ouais. Parce que Bullseye, c'est un mercenaire qui a la capacité dans le fond, de transformer tout ce qu'il possède en arme. Donc, peu importe l'objet que tu lui donnes, ça va devenir une Puis il arme. manque jamais sa cible. Puis il manque jamais sa cible aussi, parce que c'est un tireur d'élite hors pair. Et il peut prendre, mettons, un clou, il peut prendre un crayon. Ouais. Oubliez juste la version de Colin Farrell dans Daredevil 2003, là. Qui était une version assez. Ouais. Épurée, maintenant. Ils ont essayé de faire quelque chose. Ses capacités étaient respectées, mais son look, puis tout, ça fitait pas. Mais il reste que là, ça va bien. Puis j'ai lu des commentaires disant que c'est une des meilleures origin story d'un personnage de Marvel, c'est lui. Parce qu'à travers la saison, ils vont développer son histoire. Puis même dès l'introduction, c'est bien développé. Puis c'est un personnage que je trouve intéressant. Puis l'acteur a l'air de bien se débrouiller dans ce rôle-là. Que je connaissais pas l'acteur et m'impressionne beaucoup à date à ce que j'ai vu. Sinon, la série est vraiment surprenante. Elle prend des directions assez particulières. Aussi, j'ai un peu de misère avec les décisions de Matt Murdock. Ouais, moi aussi. Mais je pense que c'est voulu. Ouais, c'est voulu pour nous désarçonner, mais il y a des décisions comme en début de saison, il mentionne que Matt Murdock il est mort, puis il n'est plus Matt Murdock. Là, je suis comme, ok. c'est un peu spécial, mais en tout cas, je Ouais, on dit qu'il est parti sur une petite cause, là. Ouais, ben, c'était dans les teasers qui avaient sorti de la série, c'était un peu l'idée, là. Il disait qu'il croyait plus en la justice, puis il fallait que lui-même devienne la justice, puis un truc comme ça. Il penchait un peu plus du côté Punisher, là. Ce qui est assez particulier, mais bon, j'aime ce que je vois, j'ai hâte de continuer. Comme on a dit, il y a 13 épisodes à découvrir. Donc, c'est ça. J'ai écouté aussi, j'ai continué à écouter Brooklyn Nine-Nine. Je vais en parler brièvement, vu que j'en parle beaucoup ces temps-ci au podcast. Je suis toujours à saison 5, je l'ai bientôt terminé. C'est une série que j'aime beaucoup, je la trouve très drôle. Même si, comme tu mentionnais tantôt hors podcast, effectivement, la saison 5 elle est drôle, mais il manque quelques éléments. Je sais pas si c'est parce que tout commence à finir bien que c'est moins drôle. Mais je dirais que l'humour est un petit peu moins présent dans la saison 5. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme plus de boucles de scénario qui se terminaient là-dessus. Ouais. Il y a eu aussi beaucoup de développement de personnages aussi, je trouve. Effectivement, puis aussi quelque chose qui est... Du coup, je pensais pas que ça allait me déranger, mais finalement, ça me dérange un peu, c'est que Gina n'est pas là au début de la saison. Ouais, ben elle est enceinte. Ouais, elle est enceinte, ça je l'avais compris, parce que tu vois clairement qu'à la fin de la saison 4, ils ont comme fait une twist pour expliquer pourquoi elle est enceinte, là. Ouais. Puis Ben, ça est arrivé, elle est enceinte! Ah, ok. Mais reste que, tu sais, finalement, j'aimais bien... J'apprécie vraiment son personnage, puis ça a ajouté une touche intéressante à la série. Ouais. Puis que t'as annoncé, tu m'as dit l'autre fois qu'elle sera pas présente. Ah ben, elle fait la moitié de la partie. Attends, je recommence. Pendant la saison 6, elle est là juste une moitié. Le reste, elle sera pas là, elle a quitté la série. Mais elle dit que c'est pas impossible qu'elle revienne de temps en temps dans la série, mais uniquement comme en caméo ou le temps de l'épisode. Ils font ça des fois. Mais mais bref, sinon, pas ça, je la recommande. C'est vraiment une très bonne série, très drôle. J'ai écouté 2 films. Un que j'avais déjà écouté qui est Han Solo. Je l'ai écouté la semaine dernière. As-tu apprécié autant que la première fois? Oui, puis j'ai pris le temps de un peu plus le savourer, vu que j'étais chez moi, donc j'avais plus le temps d'observer le film et de l'arrêter au besoin. Et je trouve que c'est un film injustement critiqué dans la mesure qu'il passait après Star Wars 8, et le Star Wars 8 a divisé les fans littéralement. Beaucoup ont détesté, beaucoup ont aimé, c'est selon. Et Han Solo, pourtant, c'est un très bon film, un très bon origin story. L'acteur qui fait Han Solo fait une très bonne job. Pour un acteur qui n'avait pas tant d'expérience que ça à la base, on l'a déjà parlé, je ne referai pas le tour là-dessus, mais je le trouve toujours excellent. J'ai hâte de le voir dans d'autres films d'ailleurs. Je trouve que ça ferait un bon acteur badass de film d'action, un peu comme Harrison Ford à l'époque. C'est un film à voir, sérieusement. C'est la misère que les films Star Wars des dernières années. Celui-là, il vaut le détour, je trouve. C'est un des meilleurs des dernières années. Il se détache des autres parce que c'est pas autour d'une guerre. C'est pas une guerre galactique, c'est pas des enjeux énormes. C'est juste un gars. C'est une aventure. Ouais, c'est une aventure. C'est un gars qui vit une aventure, qui veut montrer qu'il est capable de se distinguer, qui peut devenir le meilleur de. Puis il réussit malgré tout à nous faire oublier Harrison Ford. Faut le faire, là. Ouais, c'est ça. Puis Harrison Ford, c'est crème. C'est Harrison Ford. Ouais, c'est ça. Là. C'est dur à oublier. Là. C'est une note, j'ai des frissons. Ouais, Ford. C'est un autre exemple de ce genre-là, c'est quand ils ont sorti le film Creed. Il y en a qui disaient qu'il ne pouvait pas être aussi badass que Sylvester Stallone dans Rambo. Pas Rambo, en Rocky. Ouais. Mais finalement, il a prouvé qu'il était capable de faire une nouvelle génération de Rocky. C'est pas pour rien qu'il a annoncé un deuxième Creed qui sort l'année prochaine. Ouais, ben, Sylvester Stallone avait été nominé aux Oscars. Ouais, c'est ça, puis c'est la première fois. Oh, ouais. Bref. Plus de Razzie.
J'ai écouté aussi un film d'horreur à Quiet Place. Ah ouais, c'est tellement bon. Que je voulais voir depuis cet été, parce que ça fait un bout qui est sorti. Ça, là, faut en profiter. Quand on a une semaine qu'on sait pas quoi parler, là, ça, faudrait le faire. On pogne ce film-là. Et écoute, je savais un peu à quoi m'attendre, mais ça m'a quand même déstabilisé comme film. Le film, l'acteur principal et aussi le réalisateur et le scénariste du film. John Krasinski. Voilà, merci de le prononcer pour moi parce que tu as ri de ma gueule. Jamais. Ben oui. Et bref, j'adore cet acteur-là qui est excellent. Et il a même annoncé cette semaine, on en reparlera un peu plus loin des nouvelles, mais en fait, on l'a pas mis les nouvelles, mais on l'a-tu mis les nouvelles? Non, on l'a pas mis les nouvelles. Il a annoncé qu'il allait écrire le scénario du deuxième. Ouais, il le réalisera pas, par exemple. Non, ça, il a dit qu'il réaliserait pas, mais qu'il allait écrire le scénario du deuxième. Ouais, puis c'est pas clair si ça va être la même famille aussi. Ouais, en ce moment, c'est nébuleux comme projet. Mais pour revenir à c'est quoi le film que je parle, eh bien, ça raconte l'histoire d'une famille dans un monde réaliste où, que, dans le fond, il y a eu un événement qui s'est passé peu de temps avant l'histoire et qui a fait en sorte que quasiment tous les humains sont morts. Et il y a comme une sorte de race extraterrestre ou je sais pas quoi qui se promène sur Terre. Et dans le fond, il faut que tu restes silencieux. Parce qu'au moindre bruit, ils te détectent puis ils t'attaquent. Et ils sont vraiment impressionnantes, ces créatures-là. Ça devait être une expérience de malade mental au cinéma. Il y a personne qui parle dans une salle, là. Écoute, c'est troublant. Puis je te dirais que 80... Ben, tu as vu le film? Oui, je l'ai vu. Comme le 90% du film, il n'y a aucun bruit, aucun dialogue. Il y a peut-être genre 5 minutes de dialogue dans le film au complet. Pour moi, là, le pire ennemi du film, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le clou. Ah, le clou. Le clou. Le calice le calice de clou. Ah, si, oui. Mais le film réussit à nous mettre une tension, à nous faire ressentir des émotions, à nous vraiment venir nous chercher, même s'il n'y a pas de texte, tu le vois dans le regard des acteurs, ils parlent avec des signes. Je sais pas si c'était mon fichier que j'avais téléchargé, mais les sous-titres marchaient pas pour les signes. Non, il n'y en avait pas non plus pendant le... Ok. Je me demandais si c'était mon fichier qui était compris, mais j'ai compris quand même les dialogues à travers les signes, parce que c'est quand même assez clair ce qu'ils essayent de dire. Puis même à la fin, c'est très touchant. Mais écoute, le film, il vient te chercher, puis moi, à la fin, j'étais comme, wow, c'est quelque chose. Puis l'intro, mais la table. Ah, l'intro, mais la table. Puis ce qui est intéressant, ce film-là, c'est qu'il n'y a aucune explication. Du début à la fin. Pas besoin. Tu suis une famille. Puis il y a même des sauts dans le temps. Au début, c'est genre jour 60, jour 300. Tu sais, il y a des sauts. Puis ça dérange pas vraiment. Même si en même temps, tu te demandes pourquoi ils ont autant fait des gros sauts. Mais il n'y a pas vraiment d'explication. C'est juste, tu suis une famille. C'est de même parce que c'est de même. Ouais, ça faisait penser un peu aux affamés. Il n'y a pas d'avant, mais... Tu vois pas l'avant, tu vois pas l'après, mais tu as un bout dans le milieu. Ouais. J'aimais bien ce style-là. C'est un film à découvrir, sérieusement. Si c'est un bon film d'horreur qui se démarque du lot à écouter pour l'Halloween, mettez-le dans votre liste. Il vaut vraiment le détour. On va aller des nouvelles. Ouais. Je vais te laisser commencer avec ta première nouvelle. Oui, puis on y va maintenant à coup de rotation. Je vais l'expliquer. C'est que je trouvais des fois qu'on peut passer comme écouter 20 minutes à écouter Mathieu, puis 20 minutes à écouter moi. Là, on va avoir une rotation. Ça va checker notre tour pour les nouvelles maintenant. On essaye ça. J'ai l'impression que ça va donner un peu plus de corps à l'émission. Enfin, je vais commencer par ce que la Warner a annoncé cette semaine. Il a annoncé une nouvelle adaptation pour Scooby-Doo, que je rappelle avait été écrit à l'époque par James Gunn. Le monde est petit. Il va y avoir une nouvelle adaptation en live action. On sait pas trop encore de quoi que ça va avoir de l'air. J'imagine que c'est à cause du succès du spin-off sur voyons, sur les Toby. Sur les deux personnages féminins principaux de Scooby-Doo. Voyons. Ah, il y a un film qui est sorti avec ça. Un film d'adolescent qui se passe à une école, puis c'est avec les deux filles. C'est vrai que c'est épouvantable. Ouais, c'est fort. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 3 sur Rotten Tomato. C'était comme vraiment bas. Là. Ouais, puis c'était ultra genre sexiste. Pis, misogyne et tout. Ouais, c'est ça. Puis ça riait comme de la culture geek en même temps. Fait que c'est ça, il y a une belle adaptation qui s'en vient. Je sais pas dans quelle direction on va aller. J'espère qu'on va jouer encore un peu. Autant que je pas tant c'est les deux premiers Scooby-Doo. Il y avait une chose que j'aimais bien, c'est qu'il y avait une autodérision. On assumait que Shaggy, tout ça, fumait de la marijuana, mais sans le montrer directement. Genre, on peut voir un camion avec un hotbox ou la blonde, je sais le préciser, là. C'est James Gunn qui écrit ce gag-là. Dans le premier film, la blonde à Shaggy s'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. C'est le même. Fait que... je veux juste mentionner des choses sur ces films-là. Il y avait aussi le souci de la fidélité à l'univers. Surtout le premier film, il a voulu vraiment être très fidèle à l'univers de Scooby-Doo. Ouais, mais ce film-là, là, je le regarde encore, là, puis même à l'époque, je trouve qu'il faisait trop 2000. Dans le sens que t'as des gars en camisole avec du gel linge-feu, là. Ouais. C'était ça, là, tu sais. Il y avait un Rowan Atkinson dans le premier, hein. Ah ouais? Mr. Bean, là, il était dans le premier film. Ah, ben pas. C'est oui. Spoiler alert. En fait, Mr. Bean était contrôlé par Scrappy-Doo.
T'sais, en tout cas, tu vois le genre, là. Ouais. Sinon, sans compter, cette nouvelle-là vient avec une autre. En fait, Tom et Jerry aussi va être adapté. C'est pas clair encore si ça va être un film d'animation ou un live-action. J'aimerais bien un live-action. Je pense qu'il y a de quoi Ben, faire. je viens de me rappeler que j'avais vu cette nouvelle-là. Puis, selon les rumeurs, ce serait un live-action. Puis, ce serait un peu comme avec les Looney Tunes. Là. Tu sais, il y aurait comme une interaction, un peu comme de Space Jam. Ouais. Mais c'est parce que Tom et Jerry ne parlent pas. Ouais, effectivement. Mais il y a des versions alternatives de Tom et Jerry qui parlent. Ouais. J'imagine que c'est une possibilité. Mais la série classique, l'univers classique, ils ne parlent pas, mais ils ont des histoires très loufoques. Moi, j'ai écouté ça longtemps quand je te jeune. Ben, Là. moi aussi, là, avec Bugs Bunny, tout ça, moi j'écoutais Ouais, ça. mais c'était dans le temps que TVA passait ça comme l'après-midi, le week-end. Ouais. Moi, j'écoutais ça, j'aimais ça au bout. Fait que c'est ça, fait que Warner a annoncé ça. Fait que Warner, actuellement, essaie de tout adapter pour essayer de sortir de quoi de potable. Sinon, Mathieu, ta nouvelle à toi? Ma première nouvelle, c'est. On en a parlé la semaine passée, que Iron Fist, la série a été annulée après 2 saisons. Max a été très triste de la nouvelle, il en pleure encore aujourd'hui. Si je pleure sur la pluie, tu n'y verras que du feu. Bref, Mario Pelcha, calme-toi. Et là, cette semaine, c'est avec. Là, c'est moi qui est très surpris parce que Iron Fist, je peux quand même m'y attendre un peu. Je vais t'avouer que moi aussi. Et je suis quand même surpris, mais c'est la série Luke Cage, autre série de l'univers de Marvel chez Netflix, qui a été annulée après 2 saisons, elle aussi. Je dirais que de ce côté-là, c'est un peu plus nébuleux que pour Iron Fist. Ben, moi, ce que j'ai lu, à moins que Ben, je vais continuer ce que je disais. Vas-y. Ça reste un peu nébuleux, mais selon ce que j'ai lu pour les rumeurs, c'est aussi dans la mesure qu'ils veulent créer une nouvelle série où qui réunirait les 2 personnages que je viens de mentionner, donc Iron Fist et Luke Cage. Vu qu'on est annulé à une semaine d'intervalle, c'est quand même assez spécial. Ça peut avoir pour le reste, là. Oui. Et donc, il y en a qui disent que selon les rumeurs, ils auraient leur propre série ensemble, qui seraient les héros Halloween, qu'on en parle depuis même le début de l'univers des séries de Marvel chez Netflix. Parce que ces 2 héros-là ont toujours été ensemble dans les comics pendant longtemps. Et donc, ils fonctionnent bien ensemble. On a pu le voir brièvement dans la saison 2 de Luke Cage, entre autres, puis dans Defender, qui ont une bonne chimie puis qui fit ensemble. Donc, j'aimerais ça qu'ils reviennent parce qu'entre autres, celui qui s'occupait de la série Iron Fist avait dit qu'on allait revoir Iron Fist. Donc, c'est pas fini pour le personnage. Donc, ça dit qu'ils veulent le réutiliser. Donc, j'ai hâte de savoir plus de nouvelles là-dessus, mais je trouve ça vraiment dommage que Luke Cage ait été annulé. J'espère que c'est pas un autre projet, que c'est pas juste pour que ça tombe dans l'oubli, parce que j'avais quand même beaucoup apprécié la saison 2, même si c'était un peu longue. J'aimais beaucoup l'ambiance, et elle était quand même bien cotée. Je trouve ça dommage pour Luke Cage, mais si c'est pour acheter un nouveau projet, je suis pour. Sinon, je trouve ça vraiment une perte. Puis c'est surprenant parce que j'aurais annulé Jessica Jones avant Luke Cage pour ma part. Et pourtant, Jessica Jones est en train de tourner sa saison 3. Donc, pour l'instant, il reste juste Daredevil, Jessica Jones et le premier spin-off de l'univers des séries Netflix de Marvel, le The Punisher. Moi, si je peux accentuer ta nouvelle, j'ai lu une des raisons premières pourquoi que la série est annulée, c'est des différents créatifs. Ah oui? Ouais, ça a l'air que tout ce qui était le showrunner, tout ça, et Netflix, il y avait des désaccords sur la direction que la saison 3 prendrait. Et ça a accéléré la cancellation. Surtout après la tension qu'il y avait eu après Iron Fist. J'ai vu aussi que une des rumeurs les plus persistantes par rapport à ça, c'est que y en a beaucoup qui pensent que ces séries-là sont annulées parce qu'ils vont sûrement s'en aller sur la plateforme de Disney. Ah. Parce qu'actuellement, ils sont exclusifs à Netflix. Même si la plateforme sort, Netflix a les droits de ces séries-là. Fait que là, en cancellant la série, Disney pourrait les relancer. Peut-être avec un budget plus gros, ça serait le fun. Et j'ai Finn Jones, et malheureusement j'ai oublié le nom de l'acteur qui fait Luke Cage, ont mentionné leur colère cette semaine. Comme quoi ils étaient vraiment déçus de la direction de Netflix, de tout canceller ça en fait. Il y en a qui ont peur parce qu'ils pensent qu'à la prochaine, après Jessica Jones, quand la saison 3 de Jessica Jones va sortir, ils vont l'annuler aussi par après. Puis des rumeurs aussi pour Daredevil. Fait que... j'ai lu tantôt une nouvelle sur Daredevil qui disait qu'il parlait d'une possibilité d'une saison 4. Ouais, c'est ça, mais on sait pas, hein. Fait que... Daredevil, ça doit être la plus populaire, ce que je crois. C'est la plus populaire. C'est la meilleure dans les 4, là. On ne cachera pas, là. Même si Punisher aussi est très bien coté. Je dirais que Daredevil reste la première dans le classement. Je te laisse aller avec ta prochaine nouvelle. Ouais, dans le fond, ça va pas bien chez DC. On dirait que je me répète à chaque semaine. C'est toi qui es porteur de mauvaises nouvelles. Arrête d'en parler, puis il n'y aura pas de mauvaises nouvelles.
Le film Flash, qui devrait être Flashpoint, qui était censé sortir l'année prochaine, le tournage devait commencer, je pense, j'avais lu quelque part en février. Et malheureusement, il a été repoussé jusqu'en 2021. On sait pas les raisons, on sait pas pourquoi. Là, les grosses rumeurs, vu que Batman c'est pratiquement sûr à 100% que Ben Affleck et Henry Cavill ne reviendront plus. Les rumeurs parlent d'un méga reboot de la franchise. Soit qu'il n'y aurait même pas d'univers ensemble, et que ce serait juste des films solo, chacun de leur bord. Et ou peut-être éventuellement de rebooter pour avoir un nouveau Justice League. Je trouve ça particulièrement dommage. J'avais pas détesté de Flash dans Justice League. Je sais pas dans quelle direction ils vont prendre avec ça, mais là, de le repousser de 2 ans. Déjà que le film il était annoncé, je pense, en comme 2015. Ça fait. On va attendu pas loin de 6 ans. Green Lantern, je pense qu'il sort cette année-là, là, tu sais. Fait que tout est loin. C'est pas clair. La Warner Bros, on dirait qu'ils savent plus quoi faire, puis ils en parlent pas. Je pense qu'ils essaient de restabiliser leurs affaires. Là, il y a 2 films en chantier. Il y a 2 films en chantier. Il y a 2 films qui sortent un cette année, puis un l'année prochaine, ce qui est Shazam. Puis en fait, t'as Aquaman à la fin de l'année, Shazam l'année prochaine avec Wonder Woman. Puis t'as Joker aussi qui est à part. Ouais, qui est en octobre 2019. Ouais. Mais lui, il compte pas. Puis en 2020, ils ont déjà prévu Bird of Prey puis Suicide Squad 2. Ouais. Puis il n'y a pas un film Joker Harley Quinn aussi qui s'en vient? Ouais, mais pour l'instant, il n'y a pas de date, rien. Ouais. Puis il y a le film de Batman qui est censé sortir aussi en 2020, je viens de penser à ça. Ouais, il arrive quoi que Batgirl a été annulé? Ben, il n'a pas été annulé. Il n'y a plus de réalisateur. Ouais, tu sais, il n'y a plus de Josh Whedon. Parce que Josh Whedon a dit qu'il était pas capable d'écrire un scénario qui allait bien représenter le personnage. Ouais, puis il y avait autre chose, me semble. En tout cas. Ouais, fait que ça fait beaucoup de films moyens pour DC, là. Ben, j'ai espoir qu'ils vont dresser le cap. En tout cas, Aquaman qui s'en vient très bientôt va être encore une fois un test. Dans la mesure que si ce film-là passe pas, ça va être difficile de suivre par la suite parce que là, il n'y a pas de dire que là, ils essaient de tout corriger leurs erreurs. Ben, il faut qu'ils se concentrent sur les films solo. Assurez-vous que les films solo marchent, puis peut-être vous allez pouvoir bâtir de quoi dessus, là, tu sais. Ben, c'est pour ça que, comme ils ont dit, pas Aquaman, c'est juste Aquaman. Puis Shazam, ben, à la base, ils ont fait un petit cameo de Superman parce qu'ils sont un peu liés. Mais finalement, ça va juste être Shazam. Fait que, tu sais, je pense que c'est bien, comme tu dis, qu'ils se concentrent juste sur un personnage pour l'instant. Juste pour créer l'univers, le mettre en place. En tout cas, on verra pour la suite. Ouais. Je vais continuer une nouvelle. On reste dans l'univers de DC. Une série que t'attends avec, encore une fois, grande impatience. Toi aussi, Carl. Contrôle ta joie. Contrôle ma joie. Une série qu'on a tous réclamé depuis des années. On fait comme, pourquoi ce personnage-là n'a pas le droit à une série? Il me semble qu'il aurait le droit à une série. Ouais, dans tous les personnages possibles de l'univers de Batman. Celui-là, c'est lui qui le méritait le plus. Certain. Voilà. C'est la série Pennyworth qu'on a déjà parlé. Et donc, c'est une série sur Alfred. Je suis sûr que tu vas l'écouter, mon éclairage. Je suis certain. Ben, étant donné que c'est par les créateurs de Gotham, ça pourrait être intéressant. Ah ouais, c'est même scénariste? Les mêmes scénaristes et créateurs de la série. Là. Ah ben. Ouais, et dans le fond, c'est une série sur Alfred qui est dans le fond le majordome de Batman. Pour ceux qui se disent, ouais, mais quelle histoire se pourrait monter sur lui? Ben, il y avait une histoire avant Batman. Il est vieux quand il arrive dans l'univers de Batman. C'est un vieux majordome. Fait qu'il doit avoir tellement quelque chose à raconter. Dans son passé, c'était un ancien militaire, donc il y a un passé autour de ça. Puis même dans les comics récents, ils ont développé encore plus ça. Parce qu'il fait partie du service secret britannique, des trucs comme ça. Et donc, ils ont trouvé les acteurs principaux pour la série. Ce sera Jack Bannon, qui est un acteur britannique qui va jouer Alfred dans la série, qu'on a pu voir dans quelques films britanniques, entre autres Imitation Game, le jeu d'imitation, ou Fury, avec Brad Pitt qui avait dans ce film-là. Et aussi, on a le droit à... Ils ont choisi un autre acteur aussi pour faire Thomas Wayne, vu que la série va se tourner autour de la rencontre et l'amitié qui va se créer entre Thomas Wayne et Alfred, qui va l'amener Alfred à quitter Londres pour venir en Amérique. J'ai un blanc sur le nom de l'acteur qui fait Thomas Wayne, mais il n'est pas connu. C'est Ben quelque chose, et Albrecht, je pense. Et donc, c'est pour les 2 acteurs principaux de l'univers. C'est une série en 10 épisodes qui est commandée sur une chaîne que je connais pas, une chaîne de TV que je connais pas, honnêtement. Je sais pas si c'est une filière de Fox ou je sais pas quoi, mais bref, ça s'en vient l'année prochaine. Le tournage devrait commencer sous peu. Je pense que c'est le mois prochain. Et donc, ils ont prévu une sortie à la fin 2019. Donc, j'imagine pour l'automne 2019. Donc, je sais pas s'ils ont prévu faire plus qu'une saison. Mais pour l'instant, le concept, c'est on tourne autour de l'histoire d'Alfred et de son rencontre avec Thomas Wayne et du fait qu'il va partir de Londres pour aller vivre à Gotham. Donc, on peut être surpris. On peut être surpris. Je m'attends pas. Ben, il va sûrement des références à l'univers de Batman ou à l'univers de DC, tout simplement. Mais je m'attends pas à autant de références qu'à Gotham, qui se voulait déjà une préquelle à l'univers de Batman. Donc,
je sais pas à quel niveau ça peut aller, mais comme je dis, c'est les créateurs de Gotham. Ça devrait être intéressant à voir, surtout l'esthétique. J'aime beaucoup l'esthétique de Gotham, même si c'est des choses qui sont discutables pour certaines apparences de méchants ou de gentils, et aussi d'origin story. Mais dans l'ensemble, je suis curieux. J'attends de juger avant de voir les premières images. On verra après pour ça. Donc, je te laisse continuer avec... Ouais, ben dans le fond, une dernière nouvelle par rapport au film Annabelle 3 Oui. qui s'en vient. Si vous avez pas vu le 2, je le recommande fortement. Oubliez de passer le 1. Le 1 je sais pas ce qui s'est passé à ce film-là, mais ce film-là est juste complètement cheap. Le troisième, dans le fond, on a appris que Head et Lauren Warren, qui étaient les acteurs principaux de Conjuring 1 et 2, vont être de retour dans le Annabelle 3, mais en tant que des personnages secondaires. Je trouve que c'est une maudite bonne nouvelle. C'est ce qui va permettre de faire le lien avec le prochain Conjuring, parce que la jeune... la fille de Head et Lauren va être dans le film. Alors, c'est ce qui va créer des liens avec la poupée d'Annabelle 3. Parce que, pour rappel, à la fin de Conjuring 1, ce n'est pas un spoiler, la poupée est dans la maison des Warren. Alors, je sais pas dans quelle direction on va aller, mais je suis vraiment intrigué. Et écoute, étrangement, l'univers de Conjuring est vraiment, vraiment intéressant. Oui, c'est des films d'horreur, mais l'univers d'enquête qui se passe en arrière de ça est franchement cool. C'est pour ça que j'embarque au bout. Je vous le recommande chaudement d'écouter. C'est une vague qu'il faudrait que j'écoute vraiment, parce que j'ai écouté Annabelle. J'ai écouté les deux premiers Annabelle. J'ai pas écouté de Conjuring, il me semble. Ah, il faut que tu écoutes ça. Puis je voulais écouter La Nonne, mais vu que la critique l'a ramassé, j'ai été moins tenté de l'écouter. Ouais, je vais attendre qu'il sorte sur HDS. Ouais, moi aussi. Fait que, bonne nouvelle. Puis le film est prévu pour l'année prochaine. Alors, je te laisse y aller avec ta dernière nouvelle, man. Ouais, ma dernière nouvelle, c'est une fuite d'un teaser pour un prochain film qui est quand même très attendu, mais qui fait jaser beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de fans qui, eux, vénèrent les films originaux, surtout le premier, et ont de la misère avec la nouvelle version qui s'en vient. Je dis ça parce que j'ai lu beaucoup de commentaires sur cette nouvelle-là. Les gens. Les fans. Et c'est une fuite sur le teaser du prochain film de Hellboys, qui se veut un reboot de l'univers de Hellboys. Comme je dis, il a déjà eu le droit à 2 films. Le premier était très bon, le deuxième était un peu moins bon, on en a déjà parlé. Ouais, j'embarquais moins. On embarquait moins. D'ailleurs, le deuxième, je pense que je l'ai écouté 1 ou 2 fois, contrairement au premier, j'ai écouté quand même une couple de fois. Le premier, je l'ai acheté, le deuxième, je l'ai écouté qu'une fois, puis j'ai jamais réécouté. Non, c'est ça, je pense que j'ai vu 1 ou 2 fois. Bref, on retournera pas autour de ça, mais bref, on a vu un teaser qui montre quelques éléments de l'univers, que ça va avoir l'air du film, mais aussi de la grande méchante, qui est jouée par l'actrice principale des Resident Evil. Mila Jovovich. Ouais, voilà. Merci, j'ai un peu de misère avec les noms aujourd'hui. Et donc, je veux ton ressentiment. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as vu? Ben, où que ça me déçoit, c'est que Guillermo del Toro était partant de faire le 3e film. Ouais. C'est lui qui avait fait les 2 premiers. Fait que je trouve ça dommage qu'on s'en aille avec ça. Là, on a l'acteur qui joue dans Stranger Things. Tu sais, la série que t'as écouté comme 15 fois, là, qui est incarné par la policier. Malheureusement, je sais pas son nom devant moi. Mais moi aussi, j'ai écouté la bande-annonce. Et la bande-annonce, je m'attendais comme pas à ça. Genre, je m'attendais que ça soit comme dark un peu. Parce que les affiches qu'on voyait, ça avait l'air dark. Mais finalement, c'est très... tu sais, tout se passe dans le jour. Ça a l'air violent, mais pas tant. On dirait que le film va avoir beaucoup d'humour aussi. Ouais. Ma grande surprise, c'est comme la tune, c'est une tune rock, genre, je me rappelle plus malheureusement de le nom de la chanson, mais ça ressemble à Basen Blitz. It's Basen Blitz. Je pense que me semble que c'est ça la tune. J'ai l'impression qu'il voulait faire ça plus large public, là, ce que je vois dans mon annonce. Là. Mais j'aime, par exemple, le visuel de Hellboy. Genre son physique, j'aime comment ils l'ont amené. Je trouve qu'il a l'air un peu plus. On dirait que c'est le genre de tu sais, il a son gros point, mais il pourrait me faire ça à coup de guitare, là. Fait que non, pour vrai, je suis intrigué, puis je sais qu'on va aller le voir anyway. Et voilà. Moi, j'ai bien aimé son apparence comme toi. J'ai trouvé intéressante. Pour la bande-annonce, j'ai été surpris. Effectivement, il y avait quand même une touche d'humour qui est quand même assez présente. C'est quand même assez coloré, mais pas coloré genre multicolore, mais tu sais, je veux dire, c'est plus coloré que ce que ça devrait être, je pense, là. Parce que le film se voulait plus sombre à la base. Parce que à la base, c'est un comique beaucoup plus sombre. Mais pour ce qu'on a vu à date, ça a l'air intéressant. Je sais pas si c'est au même niveau que le film original. Je souhaite que ça soit aussi bon, parce que ce serait dommage sinon. Moi, j'espère une belle surprise. Mais pour la méchante, je m'attends à quelque chose de bien, parce que l'actrice qui la joue, c'est. Même si dans Resident Evil, Ouais, c'est parce que je trouve pas que Mila Jovovich est une grande actrice, là. Ben, tu sais, elle a été connue principalement pour Resident Evil, mais je dirais qu'après les 2 premiers films, ça déraille pas mal. Le troisième est correct, là, mais après, ça commence à dérailler. Puis, je veux dire, au début, elle était quand même bonne dans ce genre de rôle-là. Elle est bonne dans les rôles d'action, donc je sens que ça va être intéressant à observer dans le film. Je dis pas que ça va être la grande méchante emblématique, mais je sens que c'est vraiment du potentiel. Puis, j'imagine aussi ce film-là se veut comme une ouverture pour faire peut-être plusieurs films. C'est un univers qui
c'est un univers de comics qui existe beaucoup d'histoires. Donc, je suis vraiment curieux de en voir plus. Mais pour ce que j'ai vu à date, puis il faut dire que les images, c'est pas très clair parce que c'est une fuite. Donc, la qualité était pas HD. C'était filmé avec une caméra. Là. Ouais, donc, on peut pas tout observer bien. Mais quand la vraie bande-annonce va sortir, là, on pourra plus en parler en détail. Mais bref, c'était une nouvelle. On va aller du côté de la chronique box-office. La sélection préférée à Max. Alors, sans plus attendre, on y va. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. Alors, on est du côté de la chronique box-office, la partie que Max aime beaucoup, car il aime beaucoup les chiffres, les gros chiffres en particulier. Et Je sais pas quoi rajouter à ça, Mathieu. je le savais. Bref, je vais t'écouter, j'ai hâte de voir tes prédictions. Ben, je vais commencer par The Brother Sister avec Monsieur Joaquin Phoenix. Disclaimer, je croyais que il allait avoir... je pensais que le film allait sortir sur beaucoup de salles. Ben, pas en tout, mais genre pas du tout. Genre, je pense comme 900 salles. À titre d'exemple, Venom était sur 4500 à peu près. Juste pour comparer. Et Fait que tu t'es planté solide. Ah ouais, je peux pas me planter plus que ça. Moi j'avais prédit 25 millions. Je trouvais les critiques étaient bonnes. Joaquin Phoenix était là. Le film a fait même pas 1 million. J'ai arrondi 1 million, mais il a pas fait 1 million. Je pense qu'il a fait genre 950 000. C'est très, 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 très bas. Je sais pas pourquoi. Là, je vais vous avouer. Je comprends pas pourquoi qu'il n'est pas sorti dans plus de salles que ça. Mais tu sais, c'est comme quand on était allé voir Bad Time at Hell Royale. Ouais. On est arrivé au cinéma, puis on s'est viré de bord parce que ils ont finalement décidé de pas sortir le film ce soir-là sur les salles. C'est Frustrant, spécial. là. Bref, fait que c'est ça. J'ai fait 1 million. Fait que je peux pas me planter plus que ça. Par exemple, Oui. à chaque semaine, je réussis à en avoir au moins un sur deux généralement. Halloween, j'avais estimé entre 70 millions et 80 millions. Mais j'avais fini mon chiffre sur 70 millions, mais j'étais quand même pas loin. Le film a fait 67 millions pour son premier week-end. Aïe aïe. C'est excellent, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Écoute, c'est le meilleur score qu'on a eu à date ce mois-ci. Et je pense que le film, là, je pense que j'ai lu, il a coûté comme 10 millions. On parle-tu d'une histoire de rentabilité là-dedans? Oh oui, monsieur. Ben, il parle d'une possible suite. J'ai vu ça passer. Ben, en plus, la fin, on n'ira pas dans le spoiler, on n'expliquera pas c'est quoi, mais ça laisse possiblement une ouverture à une suite. On va aller pour ce qui sort en fin de semaine. On a Hunter Killer. Est-ce que tu sais c'est quoi Hunter Killer? Non. Ben oui, tu sais c'est quoi. C'est le film avec Gary Oldman et Gerard Butler dans un sous-marin. Ah! Tu sais, le film qui a l'air vraiment épouvantablement. Oh, on a vu plein de fois la bande-annonce. Ouais, cinéma. puis à chaque fois, on est comme, ah, pas encore. Ça a l'air full trop un film américain, là, genre. Patriotique as fuck. Ça me parle pas du tout. Fait que c'est ça, ce film-là sort en fin de semaine. Écoute, je n'entends pas vraiment parler. C'est un film qu'on a vu 1000 fois. Gerard Butler, malheureusement, c'est un acteur que je trouve qu'il pourrait faire de meilleurs jobs que ça. Puis ses choix de rôle sont tout le temps épouvantables. J'accuse pas l'acteur en soi, mais ses choix de rôle, c'est discutable. Gary Oldman, qu'est-ce que tu fais là? T'es tellement talentueux, pourquoi tu joues là-dedans? Ça devrait être un contrat facile, pas cher. Surtout qu'il a été nommé aux Oscars puis au Golden Globe l'année passée pour son rôle, son film sur Churchill. Là. Ah oui, Gary, faut qu'on se parle, toi puis moi. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, là? Ok, écoute, le film, je l'estime à 16 millions pour son premier week-end. Moi, d'après moi, le film va avoir des mauvaises critiques, à moi du contraire. Mais je serais très surpris. Je pense pas que ce film-là va apporter vraiment un grand public. Sauf qu'on sait jamais. J'ai souvent tendance à me planter. Mais je me dis comme un film comme Bad Time at El Royale, qui je trouve aurait imité beaucoup plus d'exposure. Si ce film-là fait plus que ça, je vais être déçu. Deuxième film, je l'avais déjà préestimé. C'est Johnny English Strike Back. Ah. Là, il sort ce week-end. Toi et moi, on est censé aller le voir. Et dans le fond, les critiques du film sont épouvantables. Vraiment, là, très bas. Ouais. Il y a une moyenne, je pense, de 30 sur 100 sur Rotten Tomatoes. C'est vraiment très bas. Mais le film est sorti déjà en... C'est en Grande-Bretagne? Royaume-Uni. Comment? Le film est déjà sorti en Royaume-Uni. Ouais, Royaume-Uni, je cherchais. Et il a déjà fait 83 millions de dollars.
C'est énorme, mais là, il n'est pas encore sorti ici, si ça sort ce week-end. Moi, je prédis quand même 23 millions pour son premier week-end. Je sais que c'est pas beaucoup, mais je pense que la critique, malheureusement... il avait bien réussi, mais là, il a pris ça a pris comme 5 ans avant qu'il y en ait un autre. Puis là, clairement, le monde avait oublié le personnage, puis ça avait descendu beaucoup. Puis là, c'est la même affaire, on a un autre 5 ans sans avoir entendu parler de ce personnage. Puis que Rowan Atkinson... Il fait comme un film aux 5 ans parce que lui, il a même plus besoin de travailler parce que juste avec Mr. Bean, il fait encore de l'argent à toute idée. Ouais. Mais écoute, moi, je pense qu'on va faire plus. Combien tu prédis? On va voir. Je serais plus tenté, je dirais 35 millions. 35 millions? Ouais. Ouais, j'ai goût de miser avec toi. Ok, on va essayer ça. On va s'amuser. Tu prédis combien pour The Hunter Killer? Hunter Killer, j'avoue que ton 16 millions est quand même assez bien, mais j'aurais peut-être plus 16 millions. Moi, il y allait que 21 millions, t'es. 21 millions? Ok, je l'écris. On le garde en note. La semaine prochaine, on regardera ensemble qui a raison. Parfait. Parce qu'on s'est planté les deux solides sur First Man. Fait que... Je pense que je vais commencer à prendre goût à parier avec toi, c'est le fun. Ah ouais, moi aussi, je trouve ça cool. C'est fait cool. que c'est tout pour mes prédictions cette semaine. Parfait, fait que on va dans la zone non-spoiler. Je rappelle, cette semaine, on critique le film Halloween. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est dans la zone non-spoiler, et cette semaine, on critique le film Halloween, le nouveau film de la franchise Halloween. Comme j'ai déjà mentionné, on a eu le droit à 11 films. Et le premier étant le seul qui a vraiment eu un succès, car c'était un film emblématique à l'époque. Et celui-ci, dans le fond, se veut comme la suite directe du premier film. Donc, on oublie tous les autres films par la suite, même si les acteurs principaux avaient refait jusqu'à 4 films ensemble avant d'autres boots, entre autres le spécial 20 ans qui avait eu lieu d'Halloween. Et donc, celui-ci, c'est comme pour relancer la franchise Halloween à neuf avec l'histoire d'origine et les personnages d'origine. Donc, c'est réalisé par David Gordon Green, qui nous a offert les films Stranger, Joe, The Sister, que j'ai déjà vu avec Jonah Hill, You Highness, qui était une bonne comédie médiévale, et Pineapple Express, qui est une très bonne comédie, celle-là aussi. C'est son meilleur film à carrière. Là. Et Joe, c'est le film avec Nicolas Cage, qui est dans un bois avec son fils. Ah, ok, ouais, je l'ai pas vu, mais je sais de quoi tu parles. Ouais, c'est vrai que c'était bon pour elle. Un des derniers bons films de Nicolas Cage. Qui a fait en bas de son budget, qui était de 3 millions. Ah, quand même. Ouais. Bref, dans le casting, on a Jamie Lee Curtis qui revient dans son rôle du personnage emblématique du premier film, qui était la survivante du premier massacre de Michael Myers, qui était comme une image typique d'une femme forte comme personnage, qui n'a pas fait le personnage de, je pense que c'était Laurie, ouais, c'est Laurie Strode, qui ici revient, et dans le fond, le film se passe 40 ans plus tard, avec Jamie Lee Curtis. On a aussi le droit à sa fille, qui est jouée par Judy Greer, qui joue Karen, qui d'ailleurs j'ai vu récemment dans la série Kidding, celle qui fait l'ex-femme de Jim Carrey dans la série. Celle qui joue aussi dans le premier Jurassic World. Dans le premier Jurassic World? Ouais, celle qui joue la mère des enfants. Ah, pour vrai? Ouais. Ok, bon lien. On a aussi Matty Chak, qui joue Allison, qui est la petite fille de Laurie. On a aussi Will Patton, lui c'est le shérif du village, que lui aussi c'est un personnage je pense qui existait avant. Ouais, qui était dans le premier film. Qui est dans le premier film. On a Virginia Gardner, qui joue Vicky, qui joue la meilleure amie de la petite fille qui est Allison dans le fond. On a Nick... Qui dans le fond, qui est sa meilleure amie là, à Andy. Andy, voilà. Et on a aussi Nick Castle, qui lui aussi est connu de la franchise, car c'est un des premiers acteurs à avoir joué Michael Myers. Car il faut préciser que dans le film original, il y avait 3 acteurs qui se sont échangés le rôle pendant le film pour garder un mystère autour du personnage. Et c'est créer toute une atmosphère. Et dans ce cas-ci, il revient dans le rôle de Michael Myers. Les fois, principalement, qu'on le voit sans masque, car on le voit pas souvent sans son masque. On a aussi Aluk Bill Geener, qui joue le docteur qui est en charge de traiter le cas de Michael Myers, qui était lui aussi un personnage de l'univers de Halloween qu'on a pu voir précédemment dans d'autres films. Et je pense on a fait le tour ici. Ouais, on pourrait rapidement dire Ryan Reeves et Jefferson Halls, qui sont les 2 personnes qui s'occupent du podcast, qui sont dans le film. C'est sûr qu'on voit dans la bande-annonce avec le masque de Michael Myers. Voilà, donc ça c'est pour le casting principal du film. Le film est produit par Blumhouse Miramax et Blumhouse et Miramax. C'est distribué par Universal Pictures. Et Miramax, c'est une compagnie qui appartient à Disney, justement.
Ah, ok. Côté critique, c'est assez intéressant à observer. Metacritic a donné 68% d'avis positifs, le public à 76%, donc c'est bien reçu. Mais Rotten Tomato est beaucoup plus généreux, avec 80% d'avis professionnels et 79% du public. Donc le film est très apprécié. Et c'était risqué dans la mesure que tous les films d'Halloween, sauf le premier, avaient été considérés comme des échecs ou mitigés. Et donc, il y a beaucoup de gens qui avaient peur que celui-ci reste dans cette lignée-là. Surtout que là, c'était casse-gueule parce que c'était les 40 ans. Ils voulaient comme relancer la franchise sur des nouvelles bases. Donc, il y avait beaucoup de pression. Et finalement, le film, il s'en sort très bien. Et on en reparlera un peu plus loin. J'ai dit ça avec le budget. Oui, dans le fond, on a un budget de 13 millions. Je disais tantôt 10 millions. C'est 13 millions. Qui fait que les films d'horreur coûtent rarement cher. Ouais, c'est ça. C'est une des preuves. Danon a coûté 3 fois le prix, là, juste pour donner une idée. Et dans le fond, actuellement, on parle de worldwide. Il est rendu à 91 millions de dollars. C'est un méga succès. Écoute, ça s'enligne pour. Ce film-là va atteindre au moins les 300-400 millions pour un film d'horreur. Ouais, ça va être un film rentable. Minimum. Hein? Minimum. Non, c'est pas surprenant, Halloween. On en reparlera un peu plus loin. C'est basé sur l'œuvre de John Carpenter. C'est lui qui a créé, dans le fond, le personnage de Michael Myers. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de personnages qui viennent parce que le premier film date de 1978, donc avant notre naissance, ce qui est pas rien. Et dans le fond, à cette époque-là, dans les années 70-80, il y a beaucoup de personnages emblématiques qu'on a encore aujourd'hui, qui ont été créés. Et celui-ci en fait partie. La preuve, c'est qu'il a le droit à 11 films, ce qui est pas rien. Veux-tu une petite anecdote intéressante par rapport au titre du film Halloween? Oui, vas-y. Dans le fond, le film s'appelle Halloween parce que, oui, ça se passe le soir de l'Halloween. Mais le but de John Carpenter, à la base, c'était pas de créer un tueur emblématique comme Michael Myers. D'où la raison que dans le troisième film, Michael Myers n'est pas le tueur. C'est quelqu'un qui regarde le film Halloween en voyant Michael Myers qui veut répéter ce qu'il a fait. C'est un peu fucké, là, dit de même, là. Mais dans le fond, le but de John Carpenter, à la base, c'était que chaque film, il voulait sortir un film d'Halloween à chaque année, mais que ce soit une nouvelle histoire à chaque année, genre. Avec des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs, puis tout, à chaque annage. Finalement, le personnage de Michael Myers a tellement été emblématique, il est tellement poigné, que ça a finalement dérivé ailleurs, là. Ouais. C'est même pour plusieurs franchises, entre autres, on en parlait tantôt, mais la série Jason, entre autres, qui est très similaire pour ça. Ils ont fait beaucoup de films et même des fois, il y en a plusieurs qui ont déraillé. Jason X, là. Tabarnak. Je sais pas ce qui s'est passé là-dedans. J'aurais voulu voir la production, les gars qui s'assisent tout autour de la table. Qu'est-ce qu'on fait? On met Jason où? Attends une minute. Dans une porcherie. Non, c'est pas une bonne idée. Jason dans une épicerie. Non. T'en as un qui a levé la main, il a fait Jason in space! C'est ça qui est arrivé, je suis sûr. Hey, les gars, j'ai une bonne idée. C'est une comédie, ce film-là. C'est même pas un film d'horreur. Oh my god. Bref, on va retourner. Je vais mettre en contexte. Le film raconte, comme j'ai dit, l'histoire qui se passe 40 ans après le premier film, après les événements du premier film, où il y a eu un massacre, où que Michael Myers portait un masque, a tué plusieurs personnes et a échoué à tuer une fille qui était jouée à l'époque par Jamie Lee Curtis et s'est retrouvé enfermé en prison. Et 40 ans plus tard, proche de l'Halloween, il doit se faire transférer dans une nouvelle prison qui est plus sécurisée. Et en fait, il passe d'un asile psychiatrique à une prison, je crois. Et à ce moment-là, il réussit à s'échapper. Et le massacre recommence. Dans le même style que l'époque. Il va s'attaquer à du monde sans aucune logique, sans aucune émotion. Toujours emblématique, il ne parle pas. Il n'a pas parlé depuis 40 ans. Ça fait partie de son personnage. Il y en a quasiment surnaturel, on en reparlera un peu plus loin. Mais bref, c'est ça, il va commencer son massacre. Et en parallèle, on va suivre le personnage de Laurie, joué par Jamie Lee Curtis, qu'elle s'entraînait toute sa vie pour être prête quand il va se libérer pour qu'elle puisse le tuer. Donc, c'est comme... Ouais, vas-y. Mais c'est comme une espèce d'attaque des deux bords, c'est comme une chasse à l'homme des deux bords. Et c'est vraiment une confrontation un peu titanesque, si je peux dire, parce que c'est assez épique comme combat. Au final, on en reviendra. Mais vas-y, tu as dit quelque chose? Ouais, dans le fond, il faut mentionner aussi que ce film-là ne prend pas en compte tous les films qui sont sortis après le premier. Non, c'est ça. On considère que c'est le deuxième, celui-ci. Là. Ouais, même s'il y a déjà eu 2. Ouais, c'est ça. Puis que l'actrice principale a déjà joué dans 4 films d'Halloween, qui étaient les premiers films. Puis même, ils ont effacé des éléments qui avaient déjà été établis dans l'univers d'Halloween pour faire vraiment une nouvelle histoire plus épurée. Ça valait la peine parce que c'est le deuxième film avec la meilleure critique après le premier. Voilà, et ça a beaucoup aidé. Donc, écoute, on va aller d'abord avec le casting. Ouais. Je vais t'entendre sur Jamie Lee Curtis. J'étais content de le revoir. Je suis allé voir sa filmographie par après. Et j'étais comme surpris. Elle a fait beaucoup de films d'animation où elle prêtait sa voix, mais des films d'animation qui sortaient directement en DVD. Oh. Genre pas des films gros comme Pixar, mettons.
Rien de ça. Moi, j'étais content de la voir. C'est une actrice que j'appréciais quand même beaucoup, surtout dans les années 2000, on la voyait quand même beaucoup plus souvent. Là-dedans, je la trouve vraiment attachante. Là. J'aime son personnage, j'aime la façon qu'elle a été écrite et sa façon d'être. Et malgré que le film est un film d'horreur, à certains aspects, elle me faisait vraiment de la peine parce que tu sentais qu'elle avait vraiment vécu un gros traumatisme. C'est pas toujours que on se fait attaquer par un tueur. Et il y a des moments où elle joue sa corde sensible parce que crime, même 40 ans après, son personnage en a vraiment encore beaucoup peur. Et je trouve vraiment que elle joue vraiment bien sur ce corps-là parce que je pense que c'est là que quand il arrive la confrontation finale, que vous vous en doutez qu'il y en a une, mais on n'ira pas dans la zone spoiler, mais dans le sens que tu souhaites sa réussite pour tout ce qu'elle a subi depuis le début. Même si le film propage un peu la propagande envers les armes, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais je te laisse aller, Matt. Ben écoute, j'ai adoré la voir. Effectivement, on la voit plus vraiment au grand écran, cette actrice-là. Je sais qu'elle fait beaucoup de pubs. J'avais vu ça passer, on se parlait du film Halloween. Elle fait beaucoup de pubs. Elle fait des pubs à la TV américaine, des pubs sur des produits, des trucs comme ça. Ah ouais? Ouais, elle faisait des pubs, je pense, sur du yogourt à un moment donné, Activia. Il me semble que j'avais vu ça passer. Ça se peut. Bref, c'est une actrice qui est excellente. Cette actrice-là, c'est de la preuve que même à l'époque, il était capable de faire des films qui n'étaient pas centrés sur des hommes puis que ça marchait. Ouais. Parce que pendant longtemps, c'était les films d'action, les films d'horreur, c'était le personnage principal, c'était un homme. Il y avait quelques exceptions, dont elle, dont l'actrice aussi qui fait assez frisson des années 90. C'est pour montrer qu'il était capable de mettre une femme forte puis que ça marchait. Et encore là, elle monte encore même là. Puis elle commence à être vieille, cette actrice-là, mais elle apparaît toujours aussi forte, indépendante. Dans le film, elle vient nous chercher, elle vient chercher les émotions, on a de la tristesse pour elle, on a de la peur pour elle, on a l'impression qu'elle est incompris, que personne ne comprend vraiment son désarroi, son traumatisme. Mais il n'y a aucune femme faible dans ce film-là. Non, c'est ça. Puis même des fois, il nous donne l'impression que, mais finalement, non. Puis, ouais, ben à part la blonde de service, puis c'est une blonde de service dans le film, qui est la meilleure amie de... Ouais, mais je la trouve pas tant nounoun, je trouve. Tu sais, je comprends que tu veux en venir, puis je trouve que ça aurait pu être vraiment pire. Ouais, ça aurait pu être vraiment pire. Genre, tous ses vêtements se déchirent puis elle court en sous-vêtements. Ouais, c'est pas du tout. Il y a pratiquement pas de nudité, je pense. Il y a une scène de nudité dans le film. C'est un flashback qui date du premier film. Ouais, c'est ça. Puis cette scène-là existe vraiment dans le premier film, hein. Ouais, ben ça, j'ai su. En fait, je me rappelais pas, mais c'est ça que j'ai su par la suite. Mais ils l'ont refait pour le film, là. Mais... Ouais, mais c'est la scène. Bref. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé sa performance. Je trouve que c'est une bonne actrice. Elle est surprenante dans son rôle. On voit qu'elle maîtrise le rôle, c'est pas pour rien, elle l'a déjà fait plusieurs fois, mais là on voit qu'elle l'a encore plus développé. J'ai vraiment aimé ça, la voir à l'œuvre, j'ai adoré. Je vais continuer avec Judy Greer, qui est dans le fond la fille de Laurie, qui se voulait comme un peu la nouvelle génération dans cet univers-là, mais tu vois qu'elle a comme un détachement parce que dès le début du film, ils te mettent en face qu'elle elle comprend pas la peur de sa mère, puis elle s'est détachée depuis des années de sa mère parce qu'elle trouve ça néfaste, malsain. Et tu dis tout le long, tu dis ok, ça va être une cruche, puis elle joue sa corde entre le fait qu'elle soit comme intelligente mais aussi cruche, parce qu'il y a plusieurs moments, elle n'a pas conscience du problème. Puis quand elle réalise que Michael Myers est libéré, là, tu vois tu commences à voir vraiment son personnage émerger, dans la mesure qu'on sent sa peur, on sent que finalement tout ce qu'elle a appris de sa mère, c'était nécessaire. Puis c'est vraiment bien amené. Puis c'est une actrice que j'aime beaucoup, qu'on voit de plus en plus au cinéma dans des rôles intéressants. Puis même des séries, comme j'ai mentionné, je l'ai vu dans la série Kidding récemment, que j'ai pas continué encore, mais je vais le faire dès que je vais avoir un moment, sûrement après Daredevil. Et je trouve que c'est une actrice qui est vraiment très bonne. Puis je trouve ça intéressant parce qu'elle ressemble beaucoup à Jamie Lee Curtis. Je sais que c'est voulu dans la mesure qu'ils ont pris une actrice qui ressemblait, mais je trouve que vraiment, on me l'aurait pas dit, j'aurais pu penser que c'était vraiment sa fille parce que je trouve qu'il y avait comme le même look. Il y a certains traits du visage qui reviennent. Même, la petite fille, je trouve qu'il y a des traits qui reviennent. Oui, effectivement, t'as raison. Toi, qu'est-ce que tu pensé de Judy? Moi, je l'ai trouvé bien. Pour vrai, c'est pas une actrice qui me fait capoter déjà à base. Mais genre, j'ai vraiment apprécié son interprétation. Moi, elle m'a pas marqué particulièrement dans le film. Je vais être honnête avec toi. Je la trouve un peu... Je trouve que c'est une actrice qui m'atteint pas émotionnellement sur bien des aspects. Mais je la trouvais très... Je sais pas comment le dire. Genre, je l'ai trouvé correct. Pas plus que ça. C'est correct. Mais pas mauvaise, là. Je tiens à préciser. Là, ça peut sembler comme ça. Mais j'ai l'impression qu'elle remplissait juste un rôle, en fait. T'sais. C'est correct.
Je pense qu'on peut finir le tour d'horizon avec Nick Castle. À moins qu'il y ait un autre acteur que tu veux mentionner. Ben, c'est-tu de dire Nick Castle parce qu'on le voit pas? Là. Ouais, mais on va parler de Mike Myers. Michael Myers? Michael Myers, excusez-moi, j'ai... dans ma tête, j'avais dit correctement. Michael Myers, je pense qu'on peut quand même en parler. Ah, ben écoute, cette expression faciale, tout était dans ses yeux. Écoute, j'ai particulièrement trippé. J'ai trouvé tellement. Moi, je parlais du personnage. Là. Ouais, ben j'ai trouvé. C'est Michael Myers. Vas-y en premier. je vais te Ben, dire. ça, on peut pas t'en parler sans spoiler le film, mais je veux dire, je trouve que, tu sais, on sentait que c'est comme l'origine du personnage, dans la mesure qu'il y a eu plusieurs interprétations du personnage. Il y en a plusieurs qui laissaient à désirer. Comme je dis, j'ai pas vu tous les films, mais j'ai vu les critiques. Il y en a même qui n'étaient pas très crédibles, entre autres le 3, où c'était un gars qui décide de vouloir rendre hommage à Michael Myers. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé que le personnage est emblématique. Là, je veux dire, il est effrayant, il est imposant. Il est même à un certain côté surnaturel, j'en parlais un peu plus loin, mais Il est moins dans celui-là, moi je trouve là. de surnaturel. Ouais. Ben, je t'en reparlais tantôt, mais il y a quelques éléments qui me laissent en doute. Ouais. Mais dans l'ensemble, j'ai adoré, puis j'ai aimé ça, le fait que, comme dans le premier film, il y avait plusieurs acteurs qui le faisaient. En ce cas-ci, ils n'ont pas vraiment montré le visage du personnage. On le voit à quelques moments de côté, de profil. Ben, il y en a un qu'on le voit vraiment bien, hein. On voit vraiment son visage. C'est assez bref quand même, là. Oui, c'est ça, c'était bref d'un instant. Là. T'as regardé ailleurs, ce moment-là, tu le manquais. Ouais, là. c'est ça, puis c'est voulu parce qu'ils ont toujours laissé un peu de mystère autour du personnage. Et même ici, j'ai bien aimé ça, ce côté-là. Et écoute, je vais développer plus le côté spoiler, mais je vais quand même le mentionner pour ceux qui s'inquiétaient de l'interprétation de Michael Myers. Là. Puis Ben, j'ai aimé la froideur du personnage, Ouais. une vraie froideur. J'ai regardé d'autres bandes annonces de d'autres films de Halloween, puis ça va l'air plus d'un cascadeur. Là. Dans celui-là, c'est vraiment un tueur de sang-froid qui va tuer là, et qui va bûcher. J'ai été surpris que le film se censure à certains moments. ouais. Il montre pas nécessairement tout, mais je pense que c'est une qualité entre autres. Parce que l'imagination des fois parle plus que le voir. Je trouve que la froideur du personnage est vraiment encore vraiment. Écoute, tu veux pas. Anecdote, j'en profiter. Quand on est allé voir toi puis moi le film Ouais. dans le parking à Saint-Eustache, mesdames et C'est messieurs, pas de Saint-Eustache, oui. il y avait un gars qui s'est déguisé en Michael Myers et qui courait après les filles dans les parkings. Nous, on cherchait des gars avec des caméras ou de quoi. Le gars, il était complètement tout seul. Ouais. Complètement tout seul. Il y avait personne Puis, d'autre avec lui. il faisait pas juste courir, des fois il faisait juste marcher, ou il arrêtait de fixer le monde. Ah ouais. Puis écoute, il parlait pas, il y avait pas d'armes, il faisait juste ça, puis il y a une fille qui est partie en courant en criant, puis c'était très drôle. Mais il y en a une qui a eu vraiment peur. Là. Ouais. Vraiment, c'est un hostie de malade, bien particulièrement broyant. Ah, écoute, c'était fait. J'ai pris les photos, c'était vraiment surprenant. Puis vu qu'on venait de sortir du film, j'étais en pleine tension. Puis écoute, sur le coup, je faisais le saut là quand j'ai vu. Là. Ah ouais, mais c'est parce que quand t'es parti de ton bar, moi, j'ai fallu que je sorte, puis il se tenait dans plein milieu du parking. Genre, j'étais obligé d'attendre qu'il parte pour bouger. Oh non! Fait que je sais pas si t'écoutes notre podcast, chef. T'es écœurant. Mais T'es ça. un peu freak, mais t'es écœurant. Voilà. Donc je pense qu'on peut aller avec une critique générale Ouais. du film. Ben, je vais essayer d'y aller. Ok. Bon, ben, moi, dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai vraiment eu un bon moment. J'ai vraiment été sénère. Il y a 2-3 shots, tu m'as regardé probablement en train de faire oh non, je veux Ouais. pas regarder. Je veux pas regarder. Le film tient une tension, mais par exemple, je le trouve pas effrayant. Je pense que c'est peut-être la seule affaire que j'approcherai au film. J'ai pas eu peur. J'étais angoissé, stressé, mais pas effrayé. Genre, j'avais pas une peur qui venait me chercher directement dans les tripes. Mais j'avais vraiment. Mais par exemple, je passais un bon moment. J'avais vraiment du plaisir à écouter Michael Myers tuer du monde. Le film, ils disent dans le premier qu'il y a comme 5. Il tue 5 personnes dans le film. Ouais. Dans celle-là, tabarouette, je sais pas combien il y en tue, mais il en tue beaucoup. Mais c'est jamais trop. Genre, on dirait que ça aurait pu juste être du sang, non. Il y a quand même au-delà de ça, puis il y a des mises en scène vraiment écœurantes où que je dirais pas ce qui se passe, mais il y a une scène à un moment donné, c'est comme un plan séquence où on suit Michael Myers, puis je dois avouer que ce plan séquence-là est probablement ma scène préférée du film. En général, j'ai beaucoup aimé ça. Jamie Lee Curtis, j'aime son personnage, j'aime la direction qu'ils ont décidé de prendre avec. Je trouve que c'est bien écrit. Comme c'est Danny McBride qui a écrit ça, je trouve ça épatant, ce gars-là. Sinon, dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai aucun regret qu'on ait été le voir.
Écoute, même chose pour ma part, c'est un très bon film. J'ai aimé voir Michael Myers à l'œuvre. J'ai aimé la façon qu'il était placé. Surtout que, tu sais, il y avait un risque vu qu'il paraissait plus vieux. Est-ce qu'il avait autant de ballast? Et effectivement, il l'est toujours. Il est capable, ce qui est bien du film, c'est qu'à la fin du film, il renouvelle sa façon de tuer les gens. Parce qu'on pourrait s'attendre qu'il tue tous de la même manière. Mais il y a des manières vraiment assez originales qui les tue. Je trouve ça vraiment bien. Puis il y a des moments de tension et de stress. Mais effectivement, le film n'est pas effrayant. Mais des fois, tes scénarios, tu fais comme non, il fera pas ça. Là. Il fera pas ça. Voyons, non. Puis ça vient te chercher. Mais effectivement, le film n'est pas très effrayant. Ouais, parce qu'il y a des scènes, c'est vrai que t'amènes un bon point. Tu te dis, ah non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Il va soit le faire ou pas le faire, là. Ouais. Et ça vient te chercher. Puis aussi, tout le long du film, il y a comme un. T'as le psychiatre qu'on suit tout le long du film, puis il relève un point en disant que, puis je trouve ça intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce personnage-là. C'est quoi le but de Michael Myers? Qu'est-ce qu'il ressent? Puis, tu sais, c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment attardé dans les films. C'est pourquoi il fait ça? C'est quoi ses émotions? Tu sais, pourquoi il est comme ça? Puis, je trouve ça intéressant qu'il voulait développer un peu plus son côté psychologique. Mais finalement, ça passe un peu sous le radar. Mais je trouve ça intéressant de se poser la question parce que, effectivement, comment il fait pour être de même de dessus de sang-froid? C'est pas tout le monde qui peut faire ça, là. Non. Mais bref, j'ai beaucoup aimé le film. Le personnage de Laurie joué par Jamie Lee Curtis, j'aime bien comment ils l'ont développé. J'aime ses scènes d'action, j'aime sa personnalité, ses émotions. Elle vient nous chercher autant la tristesse, la colère que le désarroi. Le casting aussi est quand même très intéressant, même s'il y a quelques clichés, quelque chose qui sont discutables, entre autres les personnages du podcast. Puis le père et le fils au début du film. Moi, les podcasters, pas capables. Ouais, exactement. Là. Moi, puis il y a aussi le début avec le père et le fils qui sont sur la route. Ouais, on en reparlera. Toi puis moi, on a lâché. Non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? T'as quelques clichés des films d'horreur qui reviennent, mais tu sais, à l'époque, c'était même des films d'horreur. Fait qu'on voulait comme rendre hommage un peu aussi. Tu sais, les personnages sont un peu caves. Il y a beaucoup de clins d'œil et d'hommages dans le film, là, on va se dire. Là. Puis il y a plusieurs caméos d'acteurs qui jouent dans la franchise Halloween qui sont là. Entre autres, le shérif qui était déjà dans la franchise avant. Donc, pour tout ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis aussi, c'était bien amené aussi avec la nouvelle génération quand on suit la petite fille. Parce qu'elle aussi, elle découvre un peu l'univers d'Halloween. Elle a entendu parler pendant des années, mais elle connaît pas vraiment le personnage. Puis quand elle le voit pour la première fois, tu ressens tellement son émotion, tu sens tellement comme si c'était une première fois que tu découvres ça. Donc, vraiment, c'est un film à voir. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs films d'Halloween cette année. Et c'est le deuxième meilleur de la franchise. Je pense que cette année, côté film d'horreur, je pense que c'est le meilleur qu'on a eu à date. Je parle à va-vite. Cette année, mais il y a eu quand même A Quiet Place aussi qui est sorti. A Quiet Place, c'est l'an passé. L'an passé? Ouais. Ah, ok. Attends une minute. On est en direct, on a un peu de temps, on est d'avance sur notre temps. Je peux aller voir vite les films d'horreur qui sont sortis cette année. Qu'est-ce que t'en penses? Prends 2 secondes, écoute, mais le film vaut vraiment le détour. Comme je dis, il y a quelques clichés, mais il faut le voir. Ça, c'est certain, mais même si vous n'aimez pas les films d'horreur, ce film-là peut quand même être intéressant. On a Héréditaire que j'ai pas vu encore. C'est vrai que c'est vraiment bon. C'est vrai, il y a La Nonne qui est sortie aussi cette année. Ouais. Slenderman. Ouais, c'est vrai que c'est épouvantable. Insidious. Venom, Predator. C'est pas des films d'horreur, tant qu'à moi. Summer of 84. Ouais, que j'ai pas vu encore non plus. Va falloir les écouter. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Mais bref, ça va être dans les classements des meilleurs films d'horreur, c'est ça. C'est certain. Il y a Disney Zombie. Aïe, ok. Donc bref, on va être du côté spoiler pour en plus en parler en détail. Oui, on y va de ce côté-là. Allons-y. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler. Et là, on va parler d'Halloween, du film. Et donc, moi, je vais commencer en parlant du film, évidemment, mais je vais parler de l'introduction où on suit, dans le fond, les podcasters, c'est eux qui mettent comme la base du film. Ouais. Parce que c'est eux qui comme relancent un peu l'intrigue. Parce que comme c'est resté en suspens pendant 40 ans, il faut trouver une logique pourquoi l'histoire reprend après tant d'années. Puis ça relance un peu Michael Myers aussi. Ouais. Surtout que ce film-là se veut comme le 2 officiel. Si tu peux mettre des guillemets dessus. Mais bref. Et donc, les podcasters, c'est 2 jeunes qui sont naïfs, je peux dire ça de même. Et leur but, c'est d'essayer de comprendre les personnages comme ceux de Michael Myers. Et là, ils sont obsédés par ce personnage-là au début du film. Ils décident d'aller le voir. Ils se montrer même son masque pour essayer d'avoir une réaction, tout ça, parce que tu apprends que
Depuis qu'il a jamais parlé. Michael Myers, il s'est jamais parlé. Ils ont tout essayé, puis il parle pas. Puis ça fait partie un peu de son personnage. Ils veulent absolument entendre son opinion, ils veulent essayer de le comprendre. C'est un peu le contexte du film. Je trouve ça intéressant parce que ça voulait montrer le côté psychologique du personnage et qui. Ce que j'avais compris à travers les films était devenu un peu surnaturel. Comme Jason, un peu. Ouais, puis à cause de ça, tu te détaches un peu du personnage. Je sais pas toi, mais tu sais, vu qu'il est comme pas humain, c'est comme un peu moins épique. Ouais, mais c'est ça, tu disais que tu le trouvais surhumain dans celui-là un peu. Peux-tu m'expliquer? Vers la fin, quand il commence à vraiment se battre intense, à un moment donné, il perd 2 doigts. Ouais. Puis ça passe comme de l'eau. Je veux dire, il continue à se battre. Ben, ce que je défendrais là-dedans, c'est que l'être humain, sur l'adrénaline, peut faire bien des choses. Ouais, mais après, il mange une balle sur ses épaules, puis il continue à se battre aussi. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, le gars, il est juste comme solide. Oui, ça fait plus ou moins de sens, mais en même temps, je trouve que ça reste quand même crédible. Ouais, c'est crédible. Il y a pire que ça, là, je trouve. Là, puis la finale aussi, on reviendra, mais la finale aussi porte à la question à savoir si c'est surnaturel. Parce que, je veux dire, ils ont déjà parlé de peut-être faire une suite. Donc, la fin, ça explique un peu ça. Ben, c'est sûr pourquoi je pense que la suite serait pas Michael Myers. Pourquoi? Ça serait une fille. C'est parce qu'à la fin, la fille, elle a le couteau de Michael Myers dans les mains, dans le pick-up. Ah, ça peut être pas pire. Moi, je pense que c'est elle qui va prendre la relève de Michael Myers. Ça se peut, mais moi, ce que j'avais remarqué à la fin, c'est que quand tu regardes dans la trappe, tu le vois plus. Ouais, c'est ça, tu le voyais plus, mais je me disais que c'était juste dans le but de pas nous le montrer, genre. Parce que les angles qu'ils prennent, c'est juste pas clair. Ouais, ben, le film est bon pour nous montrer des points de vue. Des fois, c'est surprenant, des fois, c'est full violent, des fois, c'est censuré. Hein. Ouais. Puis, je vous dis, il y a une scène qui m'a bien marqué. Après, je te laisse parler d'une scène aussi. Mais si on y rentre quand il s'échappe, il arrive en ville, puis il rentre dans une maison. C'est puis ça, ma scène préférée. avec le marteau, là. Ouais, parce que c'est là le plan séquence. Je vais te laisser de la prendre, vas-y. Ah ouais, ça te dérange pas? Okay. Ah, vas-y. C'est ça, c'est le plan séquence que justement, Michael Myers se présente dans un quartier où il y a des enfants qui passent l'Halloween. Et là, ça embarque sur un plan séquence que je trouvais écœurant. Dans le fond, c'est qu'on va suivre Michael Myers aller dans le garage, poigner un marteau. On va le suivre rentrer dans la maison. On va le voir juste dans un angle où il y a une femme, il va lui défoncer le crâne avec le marteau, mais tu le vois pas, tu l'entends. Ouais, tu l'entends. Moi, des fois, je dis que t'en montres moins, mais tu penses plus, puis fait que t'as plus d'effets, là. Puis après ça, on reçoit Michael Myers qui ressort de la maison, qui s'en va dans la maison à côté, puis qui passe par en arrière, puis qui s'en va. Il y a une fille qui arrive pour fermer le rideau, puis elle se fait trancher à la gorge directement. T'as bien un petit élément, il s'arrête devant un berceau aussi avant de sortir. Oui, puis c'était là quand tout le monde a fait non, pas de bébé, pas de bébé, pas de bébé, pas de bébé. Puis il reste là au moins 10 secondes, là, il fixe le berceau, pis t'es comme. Ouais, il pense, puis je sais pas pourquoi il le fait pas. En quelque part, il y a peut-être un signe, là, il y a peut-être quelque chose à comprendre de ça, mais ça amène quand même c'est vraiment une belle scène. Là. Puis c'est pas une scène en particulier, mais le film est bon pour mettre des angles que t'as l'impression que c'est calme, mais ça l'est pas. Puis je l'ai fait remarquer au début du film, quand il y a la scène de la station-service, où que le gars le podcasteur rentre dans la station-service pour payer son gaz, puis tu vois juste à travers la fenêtre, il y a Michael Myers qui est en train de poignarder quelqu'un à terre, mais la scène te le montre pas directement, fait que tu remarques pas si tu regardes pas. Ah ouais, tu vas dire, hey, il a défoncé le crâne, hein? Remarqué, moi. Moi, je suis comme, il est là, la scène était full calme, il y avait pas de musique. Il y a personne qui a réagi dans la salle, il y a juste toi qui a réalisé, on dirait que tu te sentais seul, comme, voyons, je suis seul qui l'a remarqué. J'en remarque des fois des détails comme ça, mais j'ai aimé parce que je suppose qu'il y a d'autres moments dans le film que j'ai pas remarqué, puis c'est sûrement ça aussi. C'est des fois la caméra reste fixe pendant un petit moment, puis t'as juste quelque chose qui se passe, puis le film, comme on a dit, pas horreur en soi, mais il y a des scènes violentes, puis des fois, ils mettent juste en background comme ça. Entre autres, les podcasteurs, dans cette scène-là, où que, dans le fond, la fille va aux toilettes en arrière, puis t'as marqué la scène quand tu rentres là, il y a une tension, là. Écoute, elle est en train de faire ses besoins, la porte rouvre, il rentre, fait quelques pas, il freine, il rouvre une porte, il avance, rouvre l'autre porte, il avance vers l'autre porte, il attend, il arrive pour l'ouvrir, il fait comme, il y a quelqu'un. Il se calme, il se recule, il dit, OK, il s'en va, il revient, il gosse à la porte, elle commence à paniquer. Il laisse tomber des dents devant elle. Là, elle panique, il défonce la porte. Et là, la scène est violente, elle court, elle essaie de s'enfuir. Il la rattrape, il commence à se mâcher. Le gars qui rentre pour se battre contre, il se fait défoncer sur le mur. Il n'y a rien à faire. Hein. Puis à la fin, la face qu'il fait avec la gueule grande ouverte, avec le sang. On dirait qu'il a défoncé à la face bien raide. Là. Ah, écoute, cette scène était violente, puis on voyait le sang. Là, je pensais pas qu'il allait tuer ces personnages-là. C'est con, hein. Ouais. Ben, j'aurais pu m'en douter à cause de la bande-annonce, mais j'ai comme cru qu'il tuerait pas, genre. Ouais. Ben, tabarouette, il le fait. Je m'attendais à ce que ce soit les narrateurs du début à la fin. Puis c'est là on voit le visage de Michael Myers, c'est très brièvement, qu'on voit leur fixer, mais genre, je sais pas c'est qui la femme qu'il y a avec lui dans le pick-up. Cette histoire le dit pas. Ouais. Moi. Ben,
je suis pas un expert de la franchise, mais il y en a qui disent que dans le fond, ce serait sa sœur. Parce que dans l'univers de Michael Myers, dans les versions récentes, ils ont mis une sœur qui est pas. Parce que la première franchise Halloween, le personnage joué par le personnage de Laurie était à partir du deuxième film était considéré comme la sœur de Michael Myers. Puis dans le film qu'on parle là en ce moment, il a fait une référence au début du film en disant que c'était pas vrai. Puis dans les films récents d'Halloween qui ont fait une sorte de reboot pour les 20 ans, ils ont mis une autre sœur. Okay. Il y en a qui disent que c'était sa sœur qui était là, mais je connais pas assez de la franchise pour en parler en détail, mais c'est un clin d'œil, si je peux dire. Mais ça, c'est une lèvre violente. Puis ça m'amène aussi au début qu'on a skippé quelque chose qu'on veut parler, que toi puis moi, ça nous a dérangé. C'est le père et son fils avec dans la camionnette. C'était cheap, ça. Parce que dans le fond, on apprend que dans le fond, qu'il s'est transféré, Michael Myers. Et le soir, dans le fond, ils partent en autobus. Parce qu'ils sortent tout le temps le soir en autobus. Et l'autobus déraille sur le bord d'une route de campagne. Et il y a un père et son fils qui sont en train je pense qu'ils reviennent du nord, un truc comme ça. Puis ils croisent la chasse, en fait. Hein? Il s'en allait en chasse. En chasse, ça. Il partait vers le nord. Parce que lui, il voulait danser. Ouais, il voulait danser, c'est ça. Puis là, il croise l'autobus renversé, puis il y a plein de détenus qui se promènent autour. Puis t'as juste le père qui arrête, fait comme, ok, reste là, fils, je vais aller voir ce qui se passe. Puis il sort. Là, t'es comme. C'est évident qu'il faut pas que tu fasses ça. Ah, c'est stupide, là. Je comprends que c'est juste pour dire que. En fait, c'était juste pour prouver que Michael Myers était sorti. Pour que le fils aille voir l'autobus qui voit que. On apprend que Michael Myers s'est enfui. On sait pas comment l'autobus a fait pour crasher, c'est pas clair. Mais le psy il mentionne plus loin que Michael Myers il a attaqué un garde, puis il a réussi à reprendre le contrôle de l'autobus, puis il a fait dérailler. Mais c'est pas plus expliqué que ça. Là. Il a comme attaqué un garde, puis. Ouais. Moi, j'ai deux scènes que j'aimerais parler. Tu me couperas entre les deux. La scène dans la cour avec le détecteur de lumière. Ah oui. Ils font exprès pour faire mention. Ils disent oui, la lumière s'allume quand tu passes devant. La lumière, dans le fond, elle vise la cour. Fait que quand t'embarques dans la cour, tu rentres dans la cour, ben, la lumière va s'ouvrir. Puis là, il y a comme le petit gros de service, c'est peut-être dire, qui est là, puis qui se fait rejeter par Andy. Fait qu'il se ramasse dans le terrain, puis il est en train de boire sa bière, tu sais. Puis là, il est comme découragé. Puis là, il voit juste Michael Myers au loin, avec son masque. Il fait bonjour, monsieur, je m'excuse d'être sur votre terrain. Puis là, genre, les lumières s'éteignent, parce qu'il y a personne qui bouge. Puis là, il se rallume. Là, tu le vois qu'il s'approche. Puis là, il fait attends une minute, là. Là, ils vont jouer là-dessus. Les lumières s'éteignent, il se rallume. Jusqu'à temps que Michael Myers approche, puis qu'il commence à courir après. Puis qu'il rentre la tête dans le piquet de la clôture. C'est là que la fille voit pour la première fois. Il tue des enfants dans le film. Il tue des enfants, puis c'est là que la première fois que la petite fille voit Michael Myers. Puis elle panique, là, elle se met à crier, puis à courir, puis elle va quelqu'un à une porte, elle est comme laissez-moi rentrer. Là, elle panique, faut le trouver, puis Michael Myers, il fait juste marcher. Parce que quelques minutes après. Elle part avec la police pour le retrouver parce qu'il a décidé d'emmener avec elle vu que c'est la seule témoin, genre. Il part avec l'auto de police puis le psy parce qu'ils ont besoin du psy pour calmer Michael Myers. Fait qu'il tourne, il se promène dans un parc puis ils finissent par le retrouver, il marche sur le bord de la rue. Oui, puis c'est vraiment lui là. Moi je me suis dit si ils ont écrasé un gars d'examen Michael Myers. Puis t'as le chien fait comme cette fois-ci il passera pas, il accélère puis t'es comme mais non, il va pas le tuer là genre. Puis il rentre dedans, t'es comme tabarnak. Mais ça c'est une réaction normale. Ben quoi un peu exagéré sachant que c'est le gars genre ça aurait pu être pas lui là, la soirée de l'Halloween. T'as des chances, là. Mais ça fitait bien aussi. C'est surprenant, mais aussi, dès le début du film, le shérif, il met la table. Parce que le shérif, il dit moi, j'étais témoin il y a 40 ans du massacre. J'étais là, puis j'ai rien pu faire, j'étais impuissant. Il dit je laisserai pas ce malade-là refaire la même chose cette année. Puis il le disait à plusieurs reprises dans le film. Puis là, tu vois, à ce moment-là, il est comme. Il est plus shérif, tu sais, il est un citoyen concerné. Ouais. Puis il te charge, puis t'es comme, ben non, il l'a pas tué. Puis sur le coup, pendant quelques secondes, il te laisse croire qu'il est mort. Parce qu'il est comme couché à terre, puis il bouge plus. Puis le psychiatre va le voir, puis il dit, il est mort. Ouais. Puis t'es comme, ok, déjà. Ouais. Cette scène-là est weird parce que le psychiatre finit par tuer le policier puis prendre sa place. Puis il se met le masque de Michael Myers. J'ai peur que le film fasse, ok, ben on va suivre lui à la place à la fin. Là, j'aurais fait comme que ça fait pas de sens de faire ça, là. Ouais, moi aussi, là, puis... Mais j'ai trouvé vraiment écœurant de mettre la fille en arrière avec Michael Myers inconscient. Attends, tu veux pas être là, hein? Oh non! Ah, la tension, là! Michael Myers décide de... C'est la scène que je m'en allais. Est-ce que tu me permets? Il défonce comme la clôture dans le char de la police pour assommer le psychiatre. Michael Myers te le sort. Puis il va te l'écraser avec son pied, probablement des capes d'acier. Là. Il écrase la tête du psychiatre. Ça laisse une chance à la fille Andy de pouvoir s'enfuir. Puis t'as comme deux policiers un peu nono, genre qui font ah, ce sang-là, je suis pas bien, mais je t'ai crissé du beurre de pinot dedans. Ça, c'était pas pire, ça détendait un petit peu le film. Puis quand les policiers vont le voir, qu'est-ce qui se passe,
Ben, à un moment donné, il ramène le char de police à la maison de Jamie Lee Curtis. Puis t'as juste le père qui va sortir, puis qui va ouvrir la porte, puis qui va juste voir la tête du gars vidée avec la lampe de poche plantée dedans. Fait que t'as de la lumière comme une citrouille qui sort. T'es comme tabarnak! Ah, c'était mort. Ça, c'est vrai! C'est comme à un moment donné, quand commence à faire sa tuerie au début du film, il rentre dans une maison, puis il est devant une fenêtre. Il y a une femme qui arrive pour fermer ses rideaux, comme tu disais, puis elle transperce, puis tu le vois genre zoomer sur son visage, que le couteau qui a transpercé la tête, t'es comme. Tabarnak! Ah ouais, puis le jeune Potter aussi qui se fait accrocher sur le mur. Ouais! Mais ça me ramène aussi à la scène où on suit la meilleure amie du personnage principal, de la petite fille, et que, dans le fond, son chum vient la rejoindre, puis dans le fond, elle regarde un petit garçon, puis le garçon, il va se coucher, puis à un moment donné, il panique, fait qu'il vient les voir, puis il dit il y a quelqu'un en haut qui se promène, j'ai vu quelqu'un! Puis comme arrête, les monstres n'existent pas, viens, je vais te recoucher, puis il est comme Chris, dis-moi pas qu'il est là pour vrai. Puis il avait un peu teasé en bande-annonce, mais moi j'avais attention à ce moment-là, je savais qu'il était là. Puis là, il rentre dans la chambre, il le couche, puis il dit peux-tu fermer mon garde-robe? Elle dit je vais y aller, puis elle arrive pour le fermer, puis elle est pas capable. Puis elle rouvre le garde-robe, puis il est là. Puis hostie. Ouais, j'étais pas sûr s'il allait réussir à la tuer, genre. Puis t'as comme son chum qui est comme moi, je vais y aller avec le couteau. Il a pas réussi, là. Il l'a planté sur le mur. Oui, il l'a juste comme planté sur le mur. Puis j'ai comme pas trop compris pourquoi Michael Myers aurait pris le temps de faire un rideau avec des trous pour lui mettre sur la tête de la fille, là. Ouais. Que le policier vienne voir. Puis là, tu t'attends à faire un saut, finalement, elle est juste morte, là. Ouais. C'est un peu bizarre, mais c'est là aussi que ça met en phase les personnages de Laurie, où qu'elle arrive, puis avec le shérif, elle réussit à tirer sur l'épaule de Michael Myers. C'est la première fois qu'il le blesse. Mais écoute, je pense qu'on peut aller vers la fin, ouais. Ouais, la fin dans la maison de Laurie. Une des meilleures scènes du film, là. Qui est incroyable parce que là, Michael Myers s'est retrouvé là parce qu'ils l'ont emmené jusqu'à là, tu sais, il a pas besoin de se déplacer. Puis il commence à attaquer la maison, mais sa maison il faut le sécuriser parce que la maison était conçue pour. Ah ouais, j'ai aimé ça au bout. Moi, le fait qu'elle ferme elle visite les pièces par pièce, puis elle ferme la porte, genre avec une barrière. Ouais. Fait qu'elle sait, ok, tu peux plus retourner là. Fait qu'elle limite les zones de où il peut aller. Elle était prête en tabarnak, là. Ouais. Puis Michael Myers, parce que, en plus, c'est violent parce que dès qu'il arrive à la maison, il fait quand même un meurtre, il tue le mari. Ouais, puis il en fait même pas mention. C'est genre, il est mort, puis c'est assez brutal. Puis là, quand tu fais cette scène-là, c'est violent. Puis il y a une tension tout le long. La séquence est quand même assez longue, mais la tension, il se cache dans le sous-sol. La petite fille, elle arrive en courant dans la forêt. Elle revient les rejoindre, puis toutes les mannequins. T'as Laurie qui est là, puis elle commence à se battre avec son gun, puis le combat est à un moment donné violent quand ils sont en haut dans la salle, parce que c'est comme une place de plein de mannequins. Là, t'essaies de le voir, puis t'es comme, ok, il est-tu là ou il est pas là? Puis elle regarde, puis elle arrive pour comme quitter la salle, puis il arrive avec son couteau. T'es comme, non, elle va crever là, tu sais, puis ça va mal finir. Puis le combat, il est full intense, finalement, elle tombe en bas de l'immeuble, puis tu dis, oh non, dis-moi pas qu'elle est morte là. Puis là, il entend des cris, qui se retourne. Il se retourne pour la regarder, puis elle a disparu. Ouais, comme Michael Myers ferait, genre, je fais oh shit, parce que, où que le film, cette scène-là, surprenant, c'est qu'il inverse les rôles. Michael Myers est lui qui est poursuivi à ce moment-là. Puis il ramène une des scènes cultes du premier film, parce que je l'ai vu dans la bande-annonce. Genre, t'as comme Michael Myers dans le premier film, qui apparaît dans le noir, puis on voit juste sa tête. Mais là, on a inversé les rôles, c'est Jamie Lee Curtis qui fait faire le saut à Michael, puis qu'on voit juste sa tête quand il dit Joyeuse Halloween, Michael. Puis elle te le poignarde, puis elle te le fait tomber dans le sous-sol. Mais Chris, j'ai aimé le but que le sous-sol, finalement, c'est pas une cachette, c'est une cage. Le but est que Michael tombe dedans, genre. Elle était prête, je te le dis, elle était prête. Tout le long du film, il dit, ça fait 40 ans qu'elle se prépare, puis ça fait en sorte que ça n'a pas marché dans sa vie. Elle a eu 2 divorces, ses enfants, sa fille s'est éloignée d'elle, puis ça marche pas. Puis même à un moment donné, il y a une scène où ils sont à un souper pour la fête, je pense, de la fille, puis elle est invitée, elle arrive, puis elle essaie de rester calme, mais elle commence à tomber en larmes, puis tu vois, c'est profond, puis tu vois qu'elle sent qu'elle est à bout, là. Toute sa vie elle est sur les nerfs parce que c'est la survivante, puis elle sait que Michael Myers va venir la chercher tôt ou tard. Ouais. Puis à un moment donné, elle dit j'ai prié tous les jours de ma vie depuis 40 ans pour qu'il soit libéré pour que je puisse le tuer. Puis t'as l'autre qui le regarde, le shérif fait comme c'était pas une bonne idée. Alors, elle dit non, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas une bonne idée. Puis après ça, il flambe la maison. Puis t'as juste une séquence où tu vois qu'il est dans la cage, puis la seconde suivante, la cage est juste en feu. Ouais. T'es comme. Il est-tu là? Il est-tu pas là? C'est pas clair. Moi, d'après moi, il voulait juste pas le montrer mourir, genre. Ben, comme je te dis, il y a un petit côté surnaturel qui avait été développé dans d'autres films avant. Fait que je serais pas surpris qu'il l'a encore mis là-dedans, dans la mesure que, un peu comme Jason, qui est plus ou moins immortel à travers les films. Ça serait pas surprenant que ces personnages-là soient devenus aussi. Il est tellement emblématique aussi de... Ouais, puis tu sais,
des choses qui font plus ou moins de sens dans le film aussi, c'est qu'à quel point que Michael Myers est capable de retrouver tout le monde tout facilement. Là. Ben, c'est comme instinctif, là, genre. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, genre, il a retrouvé le monde du podcast. Je veux dire, comment tu pouvais savoir qu'il était à cette station d'essence-là, là, tu sais. Mais écoute, quand tu poses pas de questions pendant un film, absolument, c'est signe de qualité, là. Ouais, ben oui. Puis écoute, le film est très bon, puis ça finit justement sur une séquence où on voit les 3 filles dans le camion qui repartent, puis t'as le couteau ensanglanté. Ouais, qui me fait croire qu'il pourrait, Ouais, c'est aller dans une autre direction pour la suite. Bref, on a fait le tour du film. Ouais. Fait qu'on va aller avec la note. Ouais. Et encore une fois, je te laisse t'es lancé. Ben, moi, je donne un 3.5 sur 5. J'ai eu vraiment du fun. J'ai eu des bons moments de tension. J'ai été raide. J'ai fait des sauts. J'ai vraiment aimé la direction du scénario, autant pour que Jamie Lee Curtis que pour Michael Myers. J'ai trouvé ça vraiment bien. Puis je trouve que ça faisait du bien d'un bon slasher. On a quasiment plus ces derniers temps parce que c'est plus ça qui était à la mode. Mais je pense que si ça peut ramener la franchise sur une bonne voie, je suis bien content. Ça prouve que Danny McBride s'est bien écrit un scénario. Alors, très satisfait du film. Et toi, Mathieu? Écoute, dans la même ligne que toi, je donne un 3.5 sur 5. Le film est un bon classique slasher qu'on n'en voit plus vraiment de nos jours. Même s'il y a encore des films, mais c'est plus des parodies qu'autre chose. Écoute, j'ai beaucoup aimé le style du film. C'est sûr, c'est pas le film horreur en soi, tu sais, c'est pas un Insidious, un Conjuring ou un Décadence, mais il y a de la tension, c'est violent, c'est sanglant. Le personnage est emblématique puis il est effrayant. Puis toujours aussi impressionnant à voir agir. Le casting est très bon, surtout l'actrice principale qui reprend son rôle, qui est excellente dans ce rôle-là. Puis c'est vraiment bien. Je trouve ça même rafraîchissant comme personnage. Parce que souvent, c'est des gars, comme j'ai mentionné plus tôt, que c'est dans les films d'horreur, c'est les personnages principaux. Donc ici, je l'ai bien aimé. Un très bon film d'horreur. J'ai pas vu vraiment des fois à part quelques clichés, comme j'ai déjà mentionné. Entre autres, le père et le fils au début, que c'est très cliché. C'est quelques clichés dans les films, mais souvent, c'est clichés des films d'horreur. On s'y attend un peu dans ce genre de films-là, surtout qu'ils voulaient comme revoir le genre classique, comme à l'époque. Entre autres, la fille blonde qui est un peu blonde, le sportif, le nerd, tu sais. T'avais un peu le pattern qu'il y en a, mais c'était pas si pire en soi. C'était beaucoup moins intense que dans les films de l'époque, où que chacun était vraiment dans sa case, puis... Oh ouais. Un peu comme il a voulu faire au début avec le film La cabane dans les bois, qui est un autre film d'horreur. Puis au début, il donnait l'impression que chacun était dans une case. Puis finalement, c'est pas le cas. Non, c'est ça, il a brisé les genres. Puis j'avais trouvé ça vraiment rafraîchissant de ce côté-là. Parce que je me suis dit, on n'a pas un autre film cliché où tu as le sportif, la nerd, puis l'intelligente, la blonde. Puis finalement, tu sais, ça brise les genres, puis ça, je trouvais ça vraiment bien. Dans ce cas-ci, c'est un peu le même principe. Oui, il y a des clichés, mais c'est pas... C'est comme assumé, là. Ah, c'est assumé, puis c'est pas dérangeant tant que ça, là. À part, comme je dis, le père et le fils au début, les restes, je peux vivre avec, là. Oh, ouais, c'est ça. C'est juste ce bout-là, moi aussi, je suis d'accord. Voilà, donc dans l'ensemble, ils vont un 3.5 sur 5 amplement. Donc c'est déjà tout. On est rendu à la fin du podcast. Je t'ai mentionné quelques petites choses. La semaine prochaine, c'est notre 100e. Ah yeah! Donc, 100 épisodes, le gros. Écoute, on est rendu loin. Écoute, on peut se féliciter. On va le faire la semaine prochaine aussi. Mais c'était... Voilà. Et donc, on avait le 100e. Aussi, on est en train de faire un gros changement. Ben, tranquillement, on va devenir visuel. Donc, c'est une question de temps. Mais aussi, on change d'hébergeur. On sera plus sur Digipod. Ouais, tu vas au Québec. Ouais, sur Balado Québec. C'est en projet. Dans les 2 prochaines semaines, on va changer d'hébergeur. C'est en train d'être en processus de. Donc, surveillez ça de près. Si vous êtes habitué d'être sur Digipod, attendez-vous qu'il y ait un changement là-dessus. Sinon, ben, c'est ça, c'est déjà tout pour le podcast. Puis, suivez-moi sur Mathieu Prévost sur Facebook. Puis, suivez Max Saillon sur Facebook et Twitter. Puis, suivez la Ligue des Cinévores, YouTube, Facebook, iTunes, Twitter, DJpod encore actuellement, Balado Québec, on était déjà dessus mais en lien et non en tant qu'hébergeur. Puis aussi le canal cinéma, 109 CHI, RZO aussi, j'allais oublier. Donc on est un peu partout et grâce à Balado Québec, on va transférer de place. On va être encore sur une plateforme de plus qui va être Google Play. Ouais. Fait longtemps qu'on aimerait ça être dessus. Puis on est rendu sur Spotify. Merci, j'avais complètement oublié de le mentionner. On est maintenant sur Spotify, pour ceux qui se savent l'application, qui est quand même beaucoup, beaucoup utilisée. Quand je travaillais en radio, ben, je veux toujours travailler en radio, mais quand je travaillais en radio cet été, dans le milieu, c'est très utilisé comme application parce que tu as tous les styles de musique, toute la musique est là. Puis les sorties, souvent, maintenant, sortent en avance. Sur cette plateforme-là. Donc, c'est vraiment la place pour écouter des trucs audio. Donc, notre podcast s'y retrouve actuellement. Donc, si vous êtes amateur de Spotify, vous pouvez nous écouter là. Et voilà, donc c'est déjà tout. On vous dit à la semaine prochaine, puis restez à l'écoute. Bow, bow.